Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, c'est tous les mardis, de 19h à 20h avec Philippe David. On est ravis de vous accueillir. Et on va revenir sur ces mutations du travail au cours des dernières décennies qui ont profondément transformé les dynamiques économiques et sociales. Parallèlement, les avancées technologiques telles que l'automatisation ou la numérisation ont remodelé de nombreux secteurs. Ces transformations ont également été marquées par une diversification des formes d'emploi avec une augmentation des contrats temporaires, du travail à temps partiel et du télétravail. L'évolution démographique avec l'arrivée des millennials sur le marché a accéléré les notions de flexibilité, de bien-être au travail et de responsabilité sociale des entreprises. Et puis on va en parler avec nos invités. Chloé Thénier est avec nous, chargée d'études, senior pôle opinion, expertise corporate et work experience à l'IFOP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Jean-Claude Delgen est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia et auteur de Oser le travail, le télétravail publié chez Fauve. Bonsoir, merci d'être là. Et Stan Le Scolan, chasseur de tête depuis 30 ans dans le domaine de la santé. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et on va revenir sur ces évolutions récentes du marché de l'emploi, analyser, transformation majeure dans le marché de l'emploi au cours de ces dernières décennies. Chloé Thénier, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, l'IFOP forcément a travaillé sur ce sujet de l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que finalement la place du travail dans la vie de toutes les générations ont changé? Alors oui, déjà, c'est quelque chose qu'on remarque dans nos enquêtes, surtout depuis le Covid, qui en 2020 a constitué vraiment un catalyseur des transformations dans le rapport au travail. Et puis surtout, le travail a perdu de l'importance, recul dans la vie des Français. C'est-à-dire qu'avant, il occupait la 2e place en 2008. Aujourd'hui, c'est 4e place, en 4e position. En termes d'importance. Derrière la famille, évidemment, qui restait premier aussi avant. Derrière les amis, les relations, les loisirs aussi. Sont passés devant la place du travail. Il reste bien évidemment important pour une majorité, mais c'est sur le très important qu'en fait l'écart se creuse. On était à 60% en 2008, on est à un peu plus de 20% aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a vraiment un recul flagrant de la place qu'on accorde au travail dans sa vie, et notamment depuis la crise du Covid. Mais quelles que soient les générations? Oui, absolument. Alors forcément, les nouvelles générations sont moteurs dans ce changement du rapport au travail, puisque aussi il y en a beaucoup qui ont été diplômés pendant cette période du Covid, qui ont aussi connu les études à distance. Et de fait, il y a une certaine demande et des attentes de flexibilité dans l'organisation du travail, dans la gestion de son temps de travail, et qui est portée par les jeunes générations, mais les anciennes aussi s'y mettent. Stan Le Scolan, comment la digitalisation et l'automatisation ont-elles impacté les offres d'emploi, vous qui chassez des têtes depuis plus de 30 ans? Oui, alors effectivement, depuis plus de 30 ans, je dirais qu'il y a une forte évolution, puisque il y a 30 ans, la recherche au niveau offre d'emploi, c'était essentiellement des supports, notamment supports presse. Je veux dire des magazines, je pense. Les annonces de l'Express le jeudi après-midi, je sais pas dire les noms. Le lundi matin. Voilà, c'était exactement ça. C'était supports. Maintenant, tout passe pratiquement par des supports numériques, y compris ces mêmes enseignes. Je veux dire que l'Express ou le Figaro, ils ont également leur support numérique. C'est ça surtout le grand changement. Et puis après, les réseaux sociaux. On va pas, je sais pas si on peut en citer un, qui est leader, LinkedIn, entre autres, mais il y en a d'autres, et qui sont effectivement leaders sur le recrutement. Jean-Claude Delgen, forcément, vous êtes aussi un observateur de ce travail, et en l'occurrence le télétravail qui est arrivé, alors qui commençait déjà ses prémices pré-Covid et qui s'est accéléré avec la Covid. Oui, mais peut-être je vais revenir un peu sur ce qui a été dit, parce que j'ai quand même quelques nuances à apporter sur la question de la place du travail dans notre existence, si vous me permettez. La première chose, je pense que il faut déjà voir ce que l'on entend par travail. Le statut, aujourd'hui, on imagine le travail comme étant un travail qui commence à 9h, qui se finit le lundi matin, qui se finit le vendredi à 17h. C'est plus du tout ça. Aujourd'hui, 67% des Français ont un travail qu'on appelle atypique, c'est-à-dire qu'ils travaillent soit le week-end, soit tard le soir, soit tôt le matin, et donc soit sous des formes un peu différentes. Sur des horaires décalés, par exemple. Sur horaires décalés, horaires de nuit, 4 millions de personnes travaillent de nuit. Donc, déjà, il faut voir il y a pas un travail, il y a des travaux. Il y a vraiment des différences qui sont essentielles. Deuxième aspect, en ce qui concerne les comparaisons, je pense qu'il y a une très forte attente vis-à-vis du travail, mais que cette attente est percutée aujourd'hui par une très forte dégradation des conditions de travail depuis 15 ans. La dégradation des conditions de travail, elle est marquée par toutes les études. Vous prenez l'étude Eurofound qui est sortie en novembre 2022, qui a été réalisée en 2021, qui montre que la France est au niveau de l'Albanie, ce sont des classements harmonisés au niveau européen, 46e, donc il y a 46 pays étudiés. Vous voyez, donc on est dans une situation vraiment très difficile, avec une dégradation très
très forte, avec d'ailleurs une toute puissance du travail qui s'invite avec ces petits joujoux électroniques, la laisse électronique qui est censée nous donner plus d'autonomie, mais qui nous a servi aussi quelque part. Donc il y a c'est complexe, c'est une mosaïque, c'est pas si simple. Alors moyenner des chiffres. Moi, j'en fais toute la journée, donc je sais effectivement qu'on peut effectivement aboutir à des résultats un peu bruts, mais en fait, la vérité, c'est que le travail est omniprésent dans la vie des gens aujourd'hui. Qu'on en ait un ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même 3 millions de personnes qui n'ont pas de travail. Entre être omniprésent, ce que disait Chloé, et que ce soit pas notre priorité, c'est autre chose. Oui, mais la priorité, pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, aujourd'hui, les attentes vis-à-vis du travail sont déçues, en particulier pour les jeunes générations. En 2022, on a eu 2 500 000 démissions. Vous vous rendez compte, 2 millions de contrats en CDI, 2 500 000. On ne s'est du jamais vu. Donc on voit bien qu'il y a des aspirations qui ne sont pas satisfaites, que les gens vont ailleurs. Mais pourquoi ils vont ailleurs ? Parce que justement, ils cherchent autre chose. Parce qu'il y a une aspiration à bien travailler, à faire bien son travail. Chloé Tenny, quels sont les principaux changements sur le marché du travail ces dernières années ? Est-ce que c'est la baisse du nombre de cols bleus et la hausse du nombre de cols blancs, par exemple, suite à la désindustrialisation ? Alors j'ai pas forcément de chiffres là-dessus pour vous répondre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une adaptation qui est permanente, qui doit être faite sur le marché de l'emploi. Ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, pour rebondir sur ce que disait monsieur, c'est qu'évidemment, il y a des problématiques qui se posent pas forcément dans tous les secteurs de la même façon. Aujourd'hui, on a des jeunes qui aspirent à travailler un peu plus flexiblement, comme on a pu le dire. En revanche, il y a aussi des problématiques dans une période qui s'apparente plutôt au plein emploi, même si on n'y est plus vraiment par rapport aux années 90. Aujourd'hui, les tensions sur le recrutement sont majeures. Et donc, on a en parallèle une France, entre guillemets, qui va bien, qui est en recherche de qualité de vie au travail, et notamment les cadres. Je veux dire, il y a un tiers des salariés français aujourd'hui qui télétravaillent, ce n'est pas la majorité. En revanche, on est à 70% des cadres. Et de l'autre côté, on a l'univers de la France qui est un petit peu moins qualifié et qui, de fait, est dans ses horaires atypiques, qui est dans des précarisations du travail avec justement le cumul des temps partiels et qui finalement est toujours en train de rechercher un emploi qui le satisfait. Et puis, c'est là où on voit aussi qu'il y a un grand dilemme entre ces deux structures de population. C'est qu'on a d'un côté la recherche d'avantages, et c'est notamment ce qui va être mis en valeur sur les offres type LinkedIn, tous les avantages sociaux. Aujourd'hui, on a carrément le salaire qui est affiché sur les offres d'emploi, alors que à l'inverse, la préoccupation majeure pour les catégories populaires, les employés, les ouvriers, c'est d'abord la rémunération. Donc, il y a une partie de la France qui n'est pas encore rémunérée pour son travail, et l'autre, il y a une vraie aspiration au sens. Et c'est vrai que, comme le disait monsieur, il y a aujourd'hui un salarié sur deux qui a déjà pensé à démissionner de son travail. Pour autant, les conditions sont pas toujours au rendez-vous. Il y a une question de la reconnaissance du travail, et on voit aussi que dans les pays européens, il y a une plus grande reconnaissance, en tout cas, du travail à sa juste valeur. Et en France, on est très insatisfait par rapport à ça. On va en parler. Allez, vous bougez pas. Dans un instant, on reviendra sur les défis pour demain de l'emploi. On fait une petite pause. 0826 300 300, bien entendu, si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus. Et nous avons des gagnants au téléphone. Non. On lance le deuxième jeu. Mais on va donner le nom des gagnants déjà. Pour les 2 fois 5 places pour les Jeux paralympiques, la paranatation, ce sera le 29 août à 9h30 à Paris La Défense Arena. C'est Romain de Saint-Christolide-Médoc dans la Gironde et Marie de Sèvres, là c'est dans les Hauts-de-Seine. Et ben voilà, on les félicite et on repart sur des cadeaux pour assister aussi aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et offrir votre aide à une personne en situation de handicap visuel. Sud Radio et le collectif Handicap Visuel vous proposent donc d'assister aux épreuves de tennis de table, 4 places le 3 août à 13h30 à l'Arena Paris Sud. Je dis bien 4 places. C'est le 3 août, 13h30, l'Arena Paris Sud, 0826 300 300. Jean-Claude Delgen, donnez-moi un chiffre entre 0 et 10. 8. 8e appel au standard. C'est ce cadeau magnifique pour vous. On fait une petite pause et on revient dans un instant et on sera très heureux de vous les offrir en direct. À tout à l'heure. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et parlons emploi avec Chloé Tenny qui est avec nous, chargée d'études senior pôle opinion, expertise corporate and work experience à l'IFOP. Jean-Claude Delgen est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia. Et puis Stan Lescolan, chasseur de tête depuis 30 ans dans ce domaine de la santé. Les défis de l'emploi demain. J'ai envie de vous poser la question, forcément Stan Lescolan, vous qui êtes DRH, les défis finalement qui sont majeurs et très nombreux. Quels sont les premiers défis à réaliser?
Ah, on vous entend pas. Non, il était pas ouvert. Il était pas ouvert. On va vous couper le sifflet. C'est bon, là. Premier défi, effectivement, bon, c'est ce qu'on a dit, mais je vais pas revenir dessus, sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Télétravail, alors moi je suis effectivement spécialisé dans le secteur de la santé. C'est vrai que le télétravail... C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Bon, il y a des souhaits de certains, mais ça reste très, très, très limité. Les principaux défis, ça va être tout simplement, en l'état actuel, même hors santé, c'est quand même des problèmes de pénurie. Hein. Oui. Quel que soit le secteur, le problème numéro un, je rebondis. On nous disait il y a 3 millions de chômeurs, c'est ce que disait Jean-Claude Delgenne il y a 5 minutes, mais on a des problèmes de recrutement. Le problème, c'est où? C'est la formation? Alors, c'est la formation, c'est l'intérêt aussi pour certains métiers. Faut quand même les conditions de travail. Ça peut être parfois la rémunération, mais c'est pas le cas. Je crois que c'est principalement l'intérêt. Ça peut être les contraintes aussi liées à certaines activités. Le secteur santé, il y a quand même des astreintes. Il y a un certain nombre même pour les administratifs. Un directeur d'établissement, vous savez, il y a des astreintes de week-end, il y a des astreintes de soir. Enfin, je veux dire, il y a quand même un certain nombre de contraintes personnelles. Mais je vous coupe. Oui. Ce qui est dingue, c'est qu'on connaît les métiers pénuriques, mais on ne sait pas ce que font les 3 millions de chômeurs. Parce que c'est ça qui sont intéressants aussi de dire. Quelle est l'expertise finalement? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce qu'on sait quels sont aujourd'hui les chômeurs, dans quel secteur d'activité ils se trouvent, pour qu'il n'y ait pas cette adéquation entre les pénuries ou pas? Non, vous savez, Jean-Claude, ou pas? Oui, enfin, on a à peu près une photographie. Le vrai sujet, il y a 2 sujets. Effectivement, comme le disait Stan, c'est la question des conditions de travail. Quand par exemple vous êtes dans la restauration, qu'on vous demande de venir le midi, que vous avez une coupure de 3 heures, qu'on vous redemande de revenir le soir et qu'on vous paye simplement les heures de présence et que vous n'avez pas les 3 heures de coupure, c'est compliqué. Oui. Pareil, vous prenez... Surtout si c'est loin de chez vous. Bah, bien entendu, les gens restent sur place. Vous prenez par exemple le nettoyage, vous prenez les transports routiers, tous ces secteurs où, par exemple, les transports de bus, un chauffeur de bus emmène des enfants à un match de foot, puisque Philippe aime bien le foot, et il regarde le match de foot sans être rémunéré. Oui. Parce que c'est en fait le temps de transport qui compte. Donc il va être 2-3 heures à attendre, il sera pas rémunéré. Donc ces conditions de travail... Mais si le match est beau, c'est un avantage en nature. Oui, mais voilà, mais quand il y a des gens qui sont payés à peine le SMIC, c'est évident que c'est pas du tout... donc les conditions de travail, les conditions de rémunération, les conditions de reconnaissance jouent énormément dans l'attractivité de l'emploi. Et donc on peut pas s'étonner que les gens se détournent de ces activités. Et donc effectivement, quand vous avez par exemple dans la restauration, l'hôtellerie, des efforts qui sont faits, par exemple ne pas avoir de coupure, eh bien les gens restent, ils sont stables et il y a aucun souci. Ça a changé quand même. Et ensuite Chloé. Juste très rapidement, oui, il y a un effet aussi ponctuel, conjoncturel qu'on a eu avec le Covid. Ah oui. Là, moi j'ai connu ça dans le secteur santé. Il y a eu, dès qu'on est sorti du Covid, on a eu un nombre incroyable de démissions. Alors des soignants, parfois des médecins et même des directions d'établissements. Moi, des PAD, j'en ai eu énormément. Hein. Et effectivement, comme disait Jean-Claude, 2022, pour tous les cabinets d'ailleurs de recrutement, ça a été la meilleure année en 30 ans. Hein. Ouais. Sur la question du Covid, si je peux rajouter quelque chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail structure notre réflexion. Et donc, quand tout s'est arrêté en mars 2020, les habitudes, les routines sont tombées. On a eu en fait ce qu'on appelle une désynchronisation des individus, de leur rythme individuel avec les rythmes collectifs. Hein, donc cette désynchronisation a permis aux gens de retrouver une certaine liberté de penser. Hein, certains ont dit je vais faire autre chose, je vais déménager. On a eu 700 000 personnes qui ont quitté durant l'année 2020 les grandes villes. La ville de Paris par exemple, 700 000 personnes, c'est énorme. Et puis il y a eu ceux qui ont été un peu angoissés, qui ont perdu leurs habitudes et qui étaient un peu dans l'anxiété. On a une progression de l'angoisse et des dépressions. Mais ce qu'on a vu surtout, c'est une aspiration à ne pas gaspiller sa vie, une aspiration à avoir un job qui permet véritablement d'avoir du sens. Et cette aspiration-là, on l'a retrouvée en 2022 dans les démissions dont je parlais tout à l'heure. En particulier les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent choisir le travail, ils veulent pas que le travail les choisisse. Et donc c'est quand même assez intéressant. On a des chiffres là-dessus, Chloé Tenny, justement? Alors, pas forcément des chiffres, mais en tout cas... Des tendances, voilà. Des tendances qu'on voit dans nos enquêtes, parce qu'on parle souvent des chômeurs et justement de l'attractivité de l'emploi, mais on oublie aussi de parler de la question des seniors en entreprise. Il y a aussi énormément de seniors qui sont donc des 50 ans et plus, qui se retrouvent au chômage. Et donc, ça se pose d'autant plus la question avec la réforme des retraites, avec l'allongement du temps de travail, où en fait, on a des seniors qui aujourd'hui, à partir de 50 ans, 45 ans même en entreprise, on a tendance à les mettre à la porte, où on a 40 ans, c'est des jeunes seniors. De très jeunes seniors, bien évidemment, mais ça pose la question de la formation en continu en entreprise, parce qu'on valorise plus forcément aussi bien qu'avant. Mais ça, c'est pas en train de changer, Chloé. On n'est pas en train de changer de psychologie. J'espère. Oui. Oui, je interviens. Moi, c'est vrai que c'est le secteur santé, mais le secteur santé, on n'a pas ce problème.
c'est plutôt l'inverse. On a des gens, quelle que soit l'activité, alors je parle pas des médecins qui sont régulièrement, qui travaillent jusqu'à 72, 73 ans, qui sont en cumul emploi-retraite, mais même au niveau des personnels administratifs, on a des gens qui travaillent de plus en plus tard. Et moi, en termes de recrutement, je n'ai aucune difficulté, je le dis bien, dans le secteur de la santé, pour recruter au-dessus de 60. Alors là, c'est plus des seniors, c'est des seniors plus. Mais quand on est au chômage, en l'occurrence, il y a quand même une énorme discrimination à l'âge. Et c'est très difficile pour un senior d'être attractif sur le marché de l'emploi et de valoriser cette expérience parce que ça coûte cher aux entreprises. Et puis, on est plus en demande, en tout cas dans les entreprises, d'une pensée, un état d'esprit qui va sembler plus dynamique en apparence, plutôt que de valoriser l'expérience acquise. Ah oui, c'est vrai il y a deux phénomènes, en fait. Il y a un phénomène de discrimination par rapport à l'âge qui se combine souvent avec le sexe. Les femmes, après 50 ans, ont vraiment beaucoup de mal à retrouver un job. Et c'est lié plus aussi... Plus que les hommes. Ouais, plus que les hommes. Et oui, parce que... c'est prouvé, c'est des statistiques qui le montrent. Et donc, c'est lié aussi, je dirais, à une idée reçue qu'il faut combattre chez les employeurs qui considèrent que les plus avancés dans l'âge s'adaptent beaucoup moins aux nouvelles technologies. Et donc, comme on est dans un... On a plein d'exemples qui prouvent le contraire. Oui, non, mais c'est ça. Je dis pas que c'est le cas. Je dis que c'est une idée reçue qu'il faut combattre. Bien sûr. Il faut combattre cette idée pour effectivement, parce qu'en fait, la plasticité du cerveau, je rappelle que Dante a écrit la Divine Comédie à 93 ans quand même. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Voilà, donc. Allez. Mais en clair, il faut combattre ça et il faut permettre justement de faire de la formation pour permettre aux gens de s'adapter et de rester en emploi. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite, on parle de l'emploi et peut-être un petit peu sur le côté sociologique dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. 20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi et nos invités. Chloé Ténique est avec nous, qui travaille à l'IFOP, parce que c'est tellement long à dire. Jean-Claude Deljeune, parce qu'on passe presque une demi-heure à dire les noms. On fait un tuto. Jean-Claude Deljeune, président et fondateur du cabinet Technologia, et Stan Le Scolan, qui est chasseur de tête depuis des années, mais surtout dans le domaine de la santé. Sur l'aspect sociologique, est-ce qu'on a un retour d'expérience, Chloé, aujourd'hui, sur les effets, par exemple, du télétravail, sur les effets du freelancing dans la société, même si on a l'impression que c'est il y a pas longtemps, mais quand même ça fait que maintenant un petit peu de temps. Quel est le rapport justement à ce travail en télétravail? Alors disons que ça amène beaucoup d'envie. Il y en a très peu qui franchissent le cap. Je pense notamment au freelancing. Alors c'est plutôt une thématique à nouveau pour les cadres parce que c'est pas forcément quelque chose qui se porte. C'est quoi la différence entre le freelancing et l'auto-entrepreneur par exemple? C'est la même chose? C'est un petit peu la même chose. C'est des termes un peu galvaudés. On va parler de travailleurs indépendants. D'accord. L'idée c'est qu'aujourd'hui il y a un tiers des cadres qui déclaraient être intéressés par le fait de travailler en indépendant et il y a un peu plus une proportion, je crois que c'est 4 cadres sur 10 qui pourraient même être intéressés par un format mi-temps salariat, mi-temps entrepreneuriat. Donc on voit justement cette prise de distance par rapport à l'organisation et donc cette idée finalement de pouvoir travailler aussi en solitaire, pas toujours parce que le lien du collectif est toujours entretenu notamment par cette volonté de vouloir rester à mi-temps dans l'entreprise, mais on a des aspirations de plus en plus grandes à franchir le cap et je pense notamment que ça a été tout l'apport du télétravail où en France on a quand même une culture du présentéisme qui est encore très présente, notamment par rapport à d'autres pays européens. Mais on y revient quand même au télétravail. Certains reviennent en entreprise. Bien sûr, parce que le tout télétravail ne satisfait pas tout le monde, mais en tout cas, ça a apporté finalement, on est passé d'une vision où il fallait tous les jours venir travailler au bureau à finalement, pour certains types de métiers en tout cas, je peux totalement faire mon travail, même quand je ne suis pas au travail, et donc forcément cette envie de prendre de la distance, que ce soit une distance géographique ou en tout cas en termes de lieu de travail là-dessus. Et puis par rapport au télétravail, on a essayé de voir aussi s'il y avait des différences de genre, parce que c'est aussi la principale question quand on parle d'emploi entre les hommes et les femmes. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les salariés travaillent en moyenne, pour ceux qui télétravaillent, donc 30%, ils travaillent 2 à 3 jours par semaine, grand maximum. Les conventions d'entreprise sont autour de 2 jours globalement. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément d'écart entre la prise du télétravail pour les hommes et pour les femmes. En revanche, c'est au niveau de la fréquence que ça va se jouer. Et c'est là qu'il y a des grands défis aussi à mener par rapport aux femmes, c'est de pas cumuler, entre guillemets, toutes les journées et de profiter du télétravail, en tout cas, pour pouvoir finalement mixer les tâches, là où en fait le
présentéisme me remettait un peu d'équilibre. En fait, quand on est au travail, on est au travail. Quand on est à la maison, on est à la maison. On est vraiment au travail à la carte, Jean-Claude Delgenne. Qui a écrit Oser le télétravail, publié chez Fauve. Ouais. Voilà. Merci. J'invite à lire. Mais alors plusieurs choses pour répondre pour préciser ce qui a été dit. La première chose, si on voit, je dirais, le revenu moyen des travailleurs indépendants l'an dernier, il était de 45 KE. C'est quand même faible. Oui. Si on voit le revenu moyen des auto-entrepreneurs, il était de 7500 euros annuels. Oui. Et, ce qui n'est rien. Ce qui n'est rien pas avec 7500 euros par an. Les auto-entrepreneurs sont plutôt des gens qui ont une activité complémentaire et une activité principale. Ça, je trouve c'est important de dire. Alors, sur la question du télétravail, on voit effectivement, l'année dernière, on était à peu près à 18% de télétravail. On a eu un pic jusqu'à peu près 36-37% durant la période du confinement, mais on est retombé aujourd'hui plutôt en dessous 20% en termes de télétravail. Et effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent en termes de pertes. Pour quelle raison? Est-ce qu'on sait? Et que c'est eux ou c'est l'entreprise qui a demandé un Il y a un énorme débat. D'ailleurs, je publie un nouveau bouquin en septembre sur le retour au bureau, parce qu'il y a un énorme travail le RAB, qui est aujourd'hui au niveau mondial. Aux États-Unis, il y a une véritable pression pour que les salariés reviennent à plein temps au travail. Ouais. Vous voyez, Elon Musk a déclaré, par exemple, il y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il était pour le télétravail à condition que les salariés passent au moins 40 heures au bureau ou dans la fabrique. Vous voyez, donc, voilà. Donc, il est bon, lui. Il y a une pression, il y a eu des grèves chez Microsoft, chez Google contre le retour au bureau à temps plein. Vous voyez, donc on a vraiment une pression parce que toutes les études montrent que le télétravail peut faire perdre en termes de productivité jusqu'à 20% aux entreprises. Donc c'est quand même énorme. Il y a tout un débat là-dessus. Alors bon, moi je suis pour trouver un arrangement, un compromis. Alors que certains disent, quand ils sont à la maison, qui travaillent à la maison, qu'ils ont l'impression de travailler beaucoup plus. Tout à fait, c'est le vrai débat. C'est-à-dire qu'il y a un débat sur la productivité individuelle et il y a un débat sur la productivité collective. C'est-à-dire sur l'intelligence collective. L'intelligence collective ne se résume pas à l'addition des intelligences individuelles. C'est ça, le vrai débat, il est là. Et comment on peut avoir de l'intelligence collective, de la sérendipité, de la créativité? C'est le vrai sujet. Le vrai sujet, il est là. Et toutes les études montrent, il y a eu plusieurs études qui sont sorties, d'ailleurs j'en parle de mon livre, que cite de manière agréable Philippe. Il y a vraiment une vraie réflexion à avoir, parce que sinon, à un moment donné, il y a le prisme des avantages qui cachent certains inconvénients. Et il faut vraiment traiter les inconvénients. On a fait, nous, du télétravail, je le dis en un mot, pendant le Covid, faire les émissions tout seul chez soi dans une pièce, c'est vraiment infernal. Par rapport à être ensemble, c'est vraiment un drôle de moment. Et pourtant, parfois, j'aimerais bien être en télétravail avec vous. Avec vous. Attendez, je me sens pas bien. Stan Le Scollant, vous qui êtes chasseur de tête, ces changements, ça influence la qualité de vie et les demandes des futurs travailleurs. Enfin, quand vous les recrutez, ils sont déjà travailleurs, mais dans d'autres sociétés en général. Oui, ça influe parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait une volonté à un moment donné de quitter les grandes villes comme Paris pour aller en province. Donc c'était des plans. Moi on connaît tous des cas qui sont partis assez loin. Oui, c'est même plus loin d'ailleurs. Qui sont revenus surtout. Et la plupart du temps, il y en a beaucoup qui sont revenus au bout d'un moment parce qu'il y a le problème. Jean-Claude n'a pas trop parlé, mais c'est aussi à la demande des salariés, parce qu'en fait il y a quand même le phénomène de cohésion, d'échange avec les autres salariés, l'information informelle. Absolument. Qui est que par mail ou autre, ou même par visio, on ne peut pas communiquer. Il y a plein d'informations qu'on peut capter. Et c'est vrai que même dans le secteur santé, ça a joué énormément. Et après, comme je vous le disais tout à l'heure, on est peu impacté, nous, par le télétravail, même si certains aimeraient le développer un peu plus. Mais effectivement, ça joue dans le recrutement. Et finalement, Chloé, quand on regarde ce paysage, on a l'impression que ça partait sur des choses plutôt en accord les uns avec les autres. Et l'impression que là, l'image est un peu brouillée du travail, parce que d'abord il y a des inégalités. Vous l'avez dit, quand vous êtes travaillé dans la restauration, il y a pas de télétravail, il y a pas tout ci, il y a pas tout ça, et ça crée quand même des inégalités aujourd'hui. Absolument. Oui, absolument, ça crée des inégalités. Après, on est, comme vous le disiez, pas forcément sur le même type d'emploi. Donc, si vous voulez, il y a une attente majeure de la part des personnes qui sont diplômées du supérieur de pouvoir aussi choisir les conditions de travail, parce qu'aujourd'hui, on revient aussi à la question de la rémunération. Il y a les personnes peu qualifiées qui se battent pour avoir une meilleure rémunération. Aujourd'hui, on a observé aussi que les diplômés du supérieur, en tout cas quand on s'insère sur le marché du travail, les salaires ne sont pas forcément plus hauts, et notamment dans les grandes villes.
Donc il y a quelque chose de pouvoir retirer de son travail autre chose qu'une rémunération, et donc c'est toute cette question du sens et des avantages qu'on peut grappiller à côté. Maintenant, télétravail ne rime pas forcément avec vacances ou prise de temps. Il y a aussi la question de la mobilité. Quand on voit dans les grandes villes qu'il y a des gens qui habitent à 1h30 de leur lieu de travail, il y a aussi une question du temps. Et de plus en plus. Et 1h30 retour. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment cette question du rapport au temps qui a été, on le disait, changé par rapport au Covid-19. Et aujourd'hui, ça remet le travail dans une place qui est beaucoup moins centrale, mais qui reste pour autant importante. Et d'où la question du sens, et le télétravail vient s'intégrer aussi dans ces enjeux. Mais ça a été compliqué, j'imagine, pour les DRH en matière de législation, de dire, toi tu peux aller, mais toi tu as 1h30 de trajet, mais du coup je vais te donner un vélo, et puis toi, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Dans les grandes structures, c'est codifié. Enfin, je veux dire, il faut passer par. Ça peut pas être fait comme ça. Non, je disais pas ça, mais il a fallu repenser quand même tout ça. Cécile, en matière de télétravail, on n'a pas le droit de faire de différence entre ceux qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient, ceux qui veulent être en télétravail et ceux qui veulent être en présentiel. Après, il y a effectivement des frustrations pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier. C'est 2/3 des salariés quand même, qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail. Et c'est d'ailleurs pour ça que un autre phénomène apparaît. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. C'est ce qu'on appelle la semaine de 4 jours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une attente aujourd'hui qui est poussée par les syndicats, par les salariés, pour pouvoir effectivement réduire cette distorsion entre ceux qui peuvent bénéficier du télétravail et les autres. Alors simplement une chose pour compléter ce que disait Stan. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'employabilité des gens est largement déterminée dans l'univers dans lequel ils baignent sur le plan professionnel. Si vous êtes avec, je dirais, dans un groupe avec de bons niveaux, avec des gens avec qui vous êtes en interaction, vous allez bénéficier de 75% de transfert d'informations, et donc vous allez améliorer votre employabilité. Et donc quand vous êtes trop souvent en télétravail, je le dis aux salariés qui écoutent, vous vous tirez une balle dans le pied. Au-delà de 2 jours par semaine, vous vous tirez une balle dans le pied, parce que vous réduisez votre capacité d'évolution, vous réduisez vos chances de promotion, parce que loin des yeux, loin du cœur, quand il y a des promotions, on les voit pas. Vous perdez votre savoir-être peut-être. Vous perdez beaucoup de choses. Le fait de s'éloigner trop, je dirais, du lieu de présentiel, ça peut être très mauvais. Quand on recrute, par exemple, ou ce que disent les gens dans les enquêtes, l'important c'est par exemple de travailler 4 jours par semaine, ou je vais prendre un exemple, ils sont revenus dessus, Volkswagen était passé en Allemagne à 28 heures par semaine il y a une trentaine d'années, mais ils sont revenus dessus. Les gens, ils préfèrent quoi? 28 heures sur 5 jours, c'est-à-dire travailler pas beaucoup par jour finalement, ou alors d'avoir 28 heures sur 3 ou 4 jours. Qu'est-ce qu'ils préfèrent en général? Vous avez des demandes comme ça, oui, moi pas trop, mais c'est vrai que concentrer sur 4 jours, ça fait quand même des bonnes journées. Alors, tout dépend s'il y a du transport, ou pas dessus, s'il y a des problèmes de transport, d'éloignement. Si vous êtes soignant, c'est long. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est réglementé. Il y a un nombre d'heures maximum dans la partie soignante. Tout est normalement réglementé. Je dis normalement parce que c'est pas toujours respecté. Et on peut pas cumuler un nombre d'heures trop important. C'est pareil pour les médecins, pour les gardes, les astreintes, c'est normalement réglementé. Je voulais parler de quelque chose dont on n'a pas à parler, mais qui est très important, c'est le fait que les employeurs ont eu le spleen du fait des bureaux vides. C'est-à-dire qu'ils ont constaté avec le télétravail les bureaux vides. Et en fait, il y a une mode qui s'est mise en place, qui s'est accélérée de manière très considérable, avec ce qu'on appelle le flex office. C'est-à-dire il y a eu le flex office qui s'est mis en place, c'est-à-dire que le flex office, vous avez une surface, par exemple, vous avez 1000 salariés, vous allez consacrer 500 places aux 1000. Donc vous avez des gens qui n'ont pas forcément, si tout le monde vient en même temps, qui n'ont pas forcément de place. Et la généralisation du flex office a fait, par exemple, qu'on a doublé en quelques temps, en 3 ans, le nombre de mètres carrés disponibles en région parisienne. Mais c'est assez terrible. Pourquoi? Parce que quand vous avez des gens qui viennent le matin, vous pouvez rentrer chez vous. Absolument, vous n'avez pas de place, vous allez au bistrot du coin, vous êtes sur les escaliers, etc. Et puis vous êtes, en fait, vous vous rendez compte la symbolique, c'est-à-dire que la personne n'a pas de place dans l'entreprise. Elle arrive, elle nettoie sa place, et quand elle part, elle nettoie sa place, elle efface toute trace. Donc symboliquement, c'est vraiment très dur. Et donc, moi, je suis très réticent par rapport à cette mode. Et aux États-Unis, alors que la France, les employeurs s'engouffrent là-dedans, il y a des grandes boîtes qui signent des accords de télétravail pour 4 jours par semaine. Et aux États-Unis, on va vraiment à l'inverse de cela. Allez, on va en parler dans quelques instants. La suite, on fait une petite pause. Les vraies voix de l'emploi, c'est jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et les vraies voix de l'emploi avec Chloé Tegny, qui est chargée d'études senior à l'IFOP, Jean-Claude Delgenne, président fondateur du cabinet Technologia et auteur de ce livre Oser le télétravail chez Fauve, et puis Stan Le Scolan, qui est chasseur de tête depuis 30 ans dans le domaine de la santé. On revenait il y a quelques instants sur cet attachement finalement, Chloé, à l'entreprise. C'est-à-dire que le fait d'être en télétravail, en flex-office, est-ce qu'on perd pas justement ce lien et peut-être la fierté, allons jusque-là, de dire je travaille dans une entreprise, qui était le cas il y a quelques années, où pendant 30 ans, rester dans l'entreprise, c'était un peu statutaire. Aujourd'hui, tout ça, c'est délité. Alors sur l'attachement à l'entreprise, c'est là qu'on voit que non. En fait, il y a quelques années, on était aux alentours de 70% qui déclaraient être attachés à leur entreprise. Aujourd'hui, on baisse de quelques points, mais on reste sensiblement sur les mêmes ordres de grandeur. Et donc c'est là un petit peu le paradoxe, où on se dit on met de la distance avec le monde de l'entreprise, on recule dans la place qu'on lui accorde. Pour autant, les Français restent attachés à l'entreprise dans laquelle ils travaillent et en dégagent même une certaine fierté d'appartenance. C'est des chiffres qui restent majoritaires dans le temps. Mais néanmoins, là où en fait on observe la petite tendance à la baisse, c'est justement les conditions de cette appartenance à l'entreprise, et ce qui se joue moins dans les avantages qu'on va pouvoir en dégager que la reconnaissance de son travail, la rémunération bien sûr qui devient essentielle, mais aussi la clarté des missions, les nouveaux challenges en fait dans le travail, et puis le besoin de formation en continu. C'est des choses dont les jeunes sont assez friands, mais même l'ensemble des salariés et des actifs français. Donc voilà, il y a vraiment cette question de, on est encore attaché à l'entreprise, on est fier d'appartenir à l'entreprise, néanmoins on a le sentiment, on a le sentiment quand même qu'on retire moins de son travail que ce que l'on en donne. Et aujourd'hui, ça a vraiment, c'est vraiment effarant. Dans les années 90, il y en avait 25% qui disaient qu'ils se sentaient plutôt perdants dans ce rapport de force avec l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une proportion qui a doublé. Ah oui, d'accord. Le rapport patron-salarié, il a fondamentalement changé. Pas encore suffisamment en France, en tout cas. En France, c'est une très bonne question. En France, on est toujours dans ce qu'on appelle le management plaidoyer, le management un peu qui tombe, la centralité du pouvoir. D'ailleurs, on a vu dernièrement, du point de vue politique, ce que ça donne. C'est très jacobin. C'est le jacobinisme d'entreprise. Le management plaidoyer, c'est les gens qui vous disent « Regardez-moi », des égos sur pattes, je suis le meilleur, j'ai tout compris, je vous explique, vous appliquez et je contrôle. C'est le management plaidoyer. Et ça, c'est terrible. Pourquoi ? Parce que ça coupe, en fait, vraiment toute la participation, je dirais, la possibilité à énormément de personnes de pouvoir participer, de pouvoir s'engager, et ils sont simplement réduits au rôle d'exécutants. Et donc ça, c'est le rapport en France reste. Alors c'est une question profonde que Philippe tu poses. Pourquoi ? Parce que ça nous ramène au mode de formation des élites à la française, des cercles dirigeants. Quand on voit par exemple que dans les écoles françaises, on enseigne très peu les conditions de travail, très peu, je dirais, ces questions essentielles. Alors que vous allez, je dirais, en Allemagne ou aux Pays-Bas, par exemple, il n'y a pas de changement aux Pays-Bas ou en Allemagne sans qu'il y ait une véritable discussion entre toutes les parties prenantes, les salariés, la direction, les services santé au travail. Rien ne se fait sans recherche de consensus. En France, vous avez des changements qui tombent, ils sont imposés. Il y a le théâtre d'ombre de l'information-consultation avec les représentants du salarié. Il n'y a pas de considération des représentants des salariés et absolument après on impose. Et donc c'est vraiment un vrai problème et qui nous coûte très cher. Qui nous coûte très cher en matière de maladies. 108 000 pathologies psychiques liées au travail l'an dernier quand même. 28 000 accidents du travail d'origine psychique l'an dernier. Enfin c'est des chiffres qui sont monstrueux. Et ça va s'accélérer selon vous ? Je pense que oui, parce qu'en fait, on a vraiment un changement à faire en matière de management qui est énorme. Alors, le télétravail aide à ça, parce que le télétravail a rebattu les cartes, parce qu'on ne peut pas contrôler autant qu'on le fait en télétravail, qu'on le fait quand on est en proximité des gens. Vous voyez ? Donc, le télétravail oblige à développer, je dirais, de la bienveillance, de la bonté, du soutien auprès des gens qui sont parfois en difficulté pour accomplir leur activité. Mais on est encore vraiment très loin, je dirais, de la nécessité. Et c'est pour ça que je partage totalement ce qui a été dit. Il y a à peu près, globalement, il y a 2/3 des Français qui sont satisfaits de leur travail. Toutes les études le montrent depuis 20 ans. Et puis, il y a un tiers de travailleurs qui sont vraiment à la peine, qui subissent, qui sont très mal. Alors, pas simplement à cause de la pénibilité, mais aussi parce qu'il y a des conditions de travail délétères, parce qu'ils ne sont pas considérés. Qui n'aiment pas leur métier, c'est clair. Voilà. Et c'est purement alimentaire. Mais même s'ils n'aiment pas leur métier, s'il y a un bon management, si on fait un travail un peu alimentaire,
volontaire, mais qu'on est considéré, globalement, ça le fait. Parce que bon, on a la chance. Vous avez un métier formidable, vocationnel que vous avez choisi. C'est pas un métier, ça. Non, mais c'est une passion. Ouais, une passion. Alors, mais parfois, voilà, les relations au travail sont compliquées. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est une passion qui vous permet de vivre. Donc c'est quand même quelque part une vocation. Donc, mais en général, les gens n'ont pas forcément la chance de choisir leur travail. C'est une chance fabuleuse que vous avez. Sur le plan santé, d'abord ce sont des vocations, donc là on est vraiment dans la vocation, donc dans le plaisir de faire ce métier, même si aujourd'hui certains en sortent parce que les conditions sont compliquées, mais à la base on est vraiment dans cette vocation, ce qui est vraiment un élément à part. Oui, c'est vrai que c'est un secteur effectivement où il y a plus de vocations, que ce soit les soignants, les médecins, mais avec des modes de management aussi qui sont a priori différentes, puisque bon, les équipes par exemple font des passations d'informations, donc ça habitue un peu plus à travailler, je veux dire, en management horizontal. Par contre, il arrive aussi, surtout au niveau de l'encadrement, je dirais direction et direction supérieure, qui est des problèmes de management. C'est tout le travail aussi du chasseur de tête, du recruteur, parce que suivant la situation, en fait, on va avoir un profil peut-être qui va être un management très participatif, enfin plus convivial, et puis on va avoir dans d'autres structures des gens qui auront besoin plutôt d'un manager un peu plus dur du fait d'un contexte particulier. Je fais court, mais par exemple, à un moment donné, il y a un EHPAD en région parisienne, ils en étaient à leur 4e directeur ou directrice en un an. Ah oui, c'est beaucoup. Et donc vous comprenez que celui qui va arriver, s'il n'est pas un peu solide professionnellement, s'il n'a pas une personnalité, alors, tout le problème c'est le curseur. Hein. Ouais, c'est ça. S'il est trop dur, tout est bloqué. Je ne veux pas faire d'allusion au niveau politique, mais enfin c'est un peu pareil. Et soit il est trop gentil et ça part. Et ça part. Merci beaucoup Chloé Ténier, en tout cas chargée d'études senior pôle opinion et expertise corporate and work experience à l'IFOP. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen, président fondateur du cabinet Technologia et auteur de Oser le travail, publié chez Fauve. Le télétravail. Et on attend le prochain. Absolument, vous reviendrez. Et Stan Le Scolan qui était avec nous, chasseur de tête depuis 30 ans dans le domaine de la santé. Merci pour cette émission passionnante. On vous retrouve demain à partir de 17h avec Les Vraies Voix. On embrasse Maxime, notre réalisateur et bien sûr Zach. Et toute l'équipe. Et à 20h l'essentiel de Sud Radio, à 20h le flash de Léonard Dorel, mais tout de suite Sud Radio à votre service avec Cécile de Ménibus. Et avec Les Vraies Voix, on vous retrouve demain. Salut.